On y va. Ça y est. Donc merci à toutes et à tous d'être là. Donc pour la sortie du livre de Lola. Vous dire aussi que c'est la première soirée qu'on fait ici à la librairie des Métallos. Donc c'est un peu pour ça qu'on est un peu brouillon. Voilà. Donc c'est le 4e livre que cette jeune autrice fait avec nous. Je dis jeune autrice parce que c'est elle qui nous a demandé de le rajouter sur la 4e de couverture. Quand tu commences à 70 ans... C'est une jeune autrice. Je n'ai que même pas 8 ans de carrière. Ouais, 4 livres. Donc je tiens beaucoup à être une jeune autrice. Donc le livre est sorti hier. Donc Vieillir sans temps mort, mourir sans entrave, sous-titré Manifeste de désobéissance sénile. On a beaucoup parlé. Donc Lola au début déjà m'avait dit je ne ferai qu'un livre. Ok. Et là elle m'a dit celui-là c'est le dernier. Donc je pense que l'année prochaine on peut prendre rendez-vous pour le prochain. Une fois que tu es arrivé jusqu'à la mort et tu as raconté toute ta vie, où est-ce que tu vas trouver. C'est pas un projet pour l'au-delà. Hein. Tu vas trouver. Donc on avait discuté ensemble de potentiels sujets. Moi je lui avais dit, c'était le moment où on en avait parlé, c'était un moment où il y avait beaucoup de livres qui étaient sortis sur la vieillesse et qui selon moi ne correspondaient pas trop à la vieillesse de Lola. C'est quand même un livre, on va dire, pour les vieux et les vieilles qui lâchent rien. Et pour les jeunes qui voudront jamais lâcher rien. Exactement, en mode Vioc-Bloc. Donc, est-ce que tu peux peut-être commencer par nous raconter comment ton livre a trouvé sa place au milieu de tous ces ouvrages sur la vieillesse? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire le tien? Alors, au départ, il y a quelques années, Charlotte et Nico m'ont dit il y a plein de bouquins sur les vieux, la plupart sont vraiment pas sympas. Tu devrais en faire un. Quelle idée à la con, je vais pas faire ça. Et puis c'est venu d'abord parce que j'y réfléchis, et aussi parce que il y a un moment où j'en parlerai plus loin, je me suis mise à militer, mon militant que j'ai refusé toute ma vie, à une association qui s'appelle Ultime Liberté, et qui prône, je dirais, ou qui aide à choisir sa fin de vie, quoi. Et donc j'avais en plus quelque chose à y ajouter. Et puis c'est venu, j'ai eu un petit coup dur personnel. Et comme ce qui te tue pas te rend plus fort, j'ai pondu ce truc-là tout à l'heure, avec une espèce de rage intérieure, quand même. Je sentais qu'il y avait des trucs à dire, quoi. On vit dans une société qui fait la guerre à la vieillesse. Nous-mêmes, nous la faisons. Chacun est supposé vouloir rester jeune. Alors, il ne s'agit pas forcément de se faire du botox et du machin, mais nous vivons dans un monde où tout le monde est censé avoir l'air jeune. Et c'est un compliment quand on dit t'as l'air jeune. Alors que merde, j'ai l'âge que j'ai, et bon, mes années, elles comptent pas pour du beurre, quoi. Et donc, il y a ça, et puis il y a aussi le fait quand même qu'on dit qu'en France, les vieux sont privilégiés. La France est un des pays qui s'en tire le mieux, c'est vrai. Mais nous sommes quand même de 10 à 12% en dessous du seuil de pauvreté, par exemple. Chose dont on ne parle pas souvent, quoi. Et puis, bien évidemment, ceux qui ont mal vécu vieillissent le plus mal, sont les plus pauvres. Un des rares bouquins sur la vieillesse qui vraiment m'a été utile, c'est celui de Simone de Beauvoir, bizarrement, qui est vraiment un bouquin intelligent, et où elle dit ça, très clairement, c'est une question de classe. Et oui, c'est une question de classe. Et moi, je suis une privilégiée, et j'ai des amis qui ne le sont pas, qu'il faut que j'aide, du coup. Ce qui est normal, bien sûr. Mais merde, les gens bossent toute leur vie, et c'est le cas de certains amis qui ont bossé, mais dans des boulots subalternes, et qui se retrouvent avec une retraite de merde, obligés de quitter Paris parce qu'ils ne peuvent pas se loger, enfin, etc. Donc il y a ça aussi. Hein. Et grosso modo, ce livre, c'est un manifeste pour une vieillesse de combat, quoi. On a lutté toute notre vie, pas maintenant qu'on va lâcher l'affaire. Il n'y a aucune raison, quoi. Merde. Mais l'idée, quand même, ce que je récuse, c'est l'idée d'un combat entre vieux pour les vieux. C'est vraiment un truc qui pour moi, est complètement idiot. Alors, je vais vous lire un tout petit passage, quand même. On pourrait songer à créer des brigades de panthères grises, par exemple, ça pourrait être marrant. Mais ça reviendra à nous mettre à part, à nous séparer des autres, à nous regrouper sur la base de notre identité de vieux et de vieille. Hein. Et là, on est dans une histoire forcément qui ne me convient pas. En fait, ce qui nous anime, c'est la lutte commune pour l'émancipation de toutes et de tous. Les combats séparés ne sont, à nos yeux,
que le reflet des divisions imposées par le capitalisme, contre lesquelles mes camarades et moi avons toujours été en lutte. Et c'est pas maintenant qu'on va les entériner. S'il y a des combats qui nous concernent plus spécifiquement, ce n'est pas seulement entre vieux et en tant que vieux que nous entendons les mener pour affronter ce vieux monde qui pue et nous fait mal vieillir. Voilà. Dans ton bouquin, tu expliques en quoi la vieillesse peut aussi être libératrice, mais que elle est encore soumise à des diktats et le capitalisme cherche encore à utiliser les vieux. Comment ? Alors, en parlant de la liberté, parlons d'abord des contraintes. Aujourd'hui, d'abord, la retraite, pour plein de gens, c'est la fin de leur vie. Ça veut dire qu'on nous a conditionnés à penser que notre boulot, c'était nous, ce qui évidemment est une horrible chose. Hein. L'exploitation ferait partie de nous quelque part. Et ça, alors que s'arrêter de travailler, ça serait une délivrance. Pour peu qu'on ait assez d'argent pour survivre. Parce que tout le monde n'a pas une retraite convenable. Mais du coup, il y a plein de gens qui ont encore la patate et qui sont exploitables. C'est une force de travail gratuite. Alors, ça garde les gosses, mais ça fait aussi du bénévolat dans les assos. Ça fait, le vieux et la vieille, ça rapporte. Hein. En plus, c'est un joli créneau marketing. Ils appellent ça la silver economy. Alors, ils fabriquent des produits qui, soi-disant, sont faits pour nous. Ils vendent des services pour nous. Ils vendent des assurances obsèques. Enfin, ils vendent tout ce qu'ils veulent. Hein. Pour peu qu'il y ait un peu d'argent, ils en profitent, quoi. Et puis, ils vous persuadent qu'il faut que vous prévoyiez à l'avance vos obsèques parce que vos enfants ne seront pas emmerdés. Ouais, d'accord. Bon. Et tout ça, c'est... Et puis après, les plus âgés d'entre nous, ou ceux qui commencent à peu être en bon état, là, il y a un juteux marché. C'est tout le marché de l'autonomie et des maisons de retraite. Les services à la personne et les maisons de retraite. Alors ça, bon, il y a eu des livres sur la question qui montrent bien que même si vous avez beaucoup d'argent, vous n'êtes pas sûr de vous en tirer, quoi. Il y a aussi d'excellentes maisons de retraite. J'en connais. Je ne veux pas cracher sur tous les EHPAD. J'aurais mauvais goût de le faire. Nous avons placé une amie dans un EHPAD et on en est vachement contents. Mais... tout ça, c'est un joli marché. Et dans tout ça, ça se fait aussi dans la plus grande inégalité sociale, bien sûr. Et face à quoi, qu'est-ce qu'on peut faire, nous ? Qu'est-ce qu'on a pour se défendre face à ça ? Finalement, il n'y a que la coopération et la solidarité. Si on n'est pas en coopération et solidaire entre nous, bonjour pour tous ceux qui n'ont pas les moyens de survivre, quoi. Alors, tu parlais de la libération. Alors, moi, je dis... que la vieillesse, en tout cas pour moi, c'est un autre bel âge de la vie en réalité. Pourquoi ? Parce que d'abord, il y a du temps qui s'est libéré. Ce temps qui s'est libéré, on peut le mettre à profit. On peut faire ce qu'on veut. On peut ne rien foutre si on en a envie. Mais l'idée de ce temps libéré, de ce temps qu'on ne nous vole plus, qui n'est plus notre temps d'exploiter, est quand même une sacrée libération. Plus se lever le matin en disant merde, je vais bosser. Il y a un bouquin édité par un petit bouquin de l'insomniaque qui disait le réveil sonne, première humiliation de la journée. Eh ben on l'a plus celle-là. Et moi, pour que je mette un réveil, vraiment, il faut que j'ai un vrai rendez-vous. Hein. Déjà, c'est beaucoup. Alors après, on a toutes sortes d'activités possibles. Alors, on peut les faire selon son tempérament. Hein. Si elles sont partagées et utiles, c'est encore mieux. Mais c'est pas obligatoire. Le principal, si vous voulez, surtout, c'est de se profiter de ce temps-là. Il ne faut pas avoir l'impression que quand vous bossez plus, vous ne servez à rien. Et c'est pas votre cas, évidemment. Mais vous connaissez plein de gens dans ce cas-là, qui du jour où ils n'ont plus de boulot, ont l'impression que... J'ai une amie qui me dit, si je fais plus le médecin, à quoi je sers ? Malgré tout, je suis persuadé qu'on a tous des possibilités de ce côté-là, quoi. La seconde, c'est de lutter contre la solitude. Il y a une chose terrible quand on vieillit, c'est la solitude. Parce que beaucoup de gens, leur vie sociale, ancrée dans le travail. Les familles sont explosées parce que avant on vivait dans un village tous ensemble, maintenant c'est plus le cas. Des gens perdent leur vie sociale parfois quand ils perdent leur conjoint, quand ils divorcent. Ils se retrouvent tout seuls. Il y a aussi la déchéance physique. Alors qu'est-ce qu'on peut faire contre ça ? Charlotte, peut-être tu peux nous lire un petit passage, histoire de changer toi. Pour des gens comme nous, il serait bien plus plaisant d'échapper à l'institutionnel pour finir sa vie avec nos amis, nos compagnons de lutte, ceux et celles avec qui nous partageons depuis longtemps nos modes de vie volontiers atypiques, des buts et des projets communs.
Malheureusement, les expériences de ce type ne semblent la plupart du temps pas durables, sauf peut-être dans quelques communautés de vie, le plus souvent rurales, dont les habitants ont su vivre longtemps ensemble et peuvent ainsi vieillir sans avoir à se séparer. Il y a bien sûr des exceptions. Souhaitons-leur de se maintenir et de se renouveler sans y perdre leur âme. Mais il faut bien admettre que les collectivités qui perdurent ne le font la plupart du temps qu'au prix de règles de fonctionnement drastiques, de conflits permanents, de concessions redoutables et de séparations ou d'exclusions douloureuses. Il ne faut jamais oublier que le monde où nous vivons ne connaît maintenant plus de marge pérenne. Le capitalisme a envahi notre espace et notre temps dans son entièreté. Le pouvoir et l'argent en sont les instruments. Alors je dis ça d'expérience, hein, parce que on a essayé, une bande de copains, alors je ne raconterai pas tous les détails, vous les trouvez dans le livre, hein, de s'installer à la campagne, dans une grande maison, dans un village où nous avions un tissu social. Et le pouvoir et l'argent nous ont mis à mort, quoi. J'en suis sorti avec une dépression nerveuse et persuadé que je n'essaierai plus jamais, quoi. Bon. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer. Bon, j'essaie dans ce livre, je ne vais pas vous en faire le détail, de dessiner ce qui pour moi semble les conditions minimales qui permettraient de vivre ensemble. Et pas seulement entre vieux, forcément. Bon, je ne vais pas vous détailler les conditions ici, on pourrait poser des questions si vous voulez. Ah, mais il faut avoir une autonomie, il y a un tas de choses. J'ai essayé de tirer le son de ce que j'avais vécu et des expériences que j'ai connues et entendues, quoi. J'essaie un petit peu de voir à quoi ça peut servir. Ceci étant, dans le monde où on vit, j'y crois pas beaucoup à la pérennité. Mais par contre, l'utopie, ça existe. Et dans un monde qui enfin serait débarrassé du capitalisme, peut-être que ces idées-là qu'on brasse maintenant nous serviront vachement, quoi. Mais peut-être pas tout de suite. C'est à voir. Et puis bon, c'est un âge où il est temps de se libérer aussi. De quoi on se libère, hein? De quoi on se libère, de quoi la vieillesse nous libère. Moi, peut-être parce que, contrairement à ce que je suis censé être, c'est-à-dire une femme plutôt masculine, je suis assez frivole en fait. Et ce que j'ai découvert en premier, c'est qu'à un moment donné, j'en avais fini avec la littérature des apparences. Je me foutais de belle ou moche, d'être habillé, de me conduire comme une dame âgée. Je fais ce que je veux. Et ça, c'est une vraie libération, hein. J'ai un petit... Oui, mais il y a un moment où on me dit, ouais, à ton âge, je me souviens, on m'a dit, ouais, tu portes j'avais une robe courte, on me dit, c'est pas un peu young pour toi, enfin, etc. Et puis bon, il y a aussi quand même, comme beaucoup de femmes, ce souci de plaire. À un moment donné, on s'en fout complètement. Pour paraphraser un de mes aphorismes préférés, je dirais, les gentilles petites vieilles vont au ciel, ou au paradis sur les versions, les autres vont là où elles veulent. Et c'est à ça qu'on devrait tendre, et c'est à ça que j'encourage mes contemporains et ceux qui ne sont pas encore là. Et ça en tête, je crois que c'est une bonne chose. Les gentilles petites vieilles vont au ciel, les autres vont là où elles veulent. Ça, on trouve ça partout, hein. Au paradis, il y a des versions, c'est le paradis. Bon, de toute façon, on s'en fout, on ne croit ni à l'un ni à l'autre. Mais c'est l'idée, quoi. Et puis, il y a aussi tous les rôles qu'on nous a signés. Quand on est vieux, on est censé faire certaines choses. On est censé faire certaines choses. Mais pourquoi? Et qu'est-ce qui nous arrive à ce moment-là? Alors, Groucho Marx disait ça très bien. Groucho Marx, il a fort justement dit, dans chaque vieux, il y a un jeune qui se demande ce qui s'est passé. Parce que vieillir ne nous empêche pas de rester nous-mêmes. Alors, Groucho Marx a dit beaucoup de belles choses. Celle-là, je la trouve magnifique. Et pas parce qu'on vieillit qu'on n'est plus nous-mêmes. Au point qu'il peut arriver, comme tous les animaux, sauf le porc, paraît-il, on s'en connaisse pas dans une glace. C'est moi, ça. Cette tronche. Mon père disait que quand il se regardait dans la glace, il ne se reconnaissait pas parce que l'image mentale qu'il avait de lui, c'était son image à 30 ans. Voilà. Moi, je ne sais pas où c'est, mais quand je me vois sur les photos, effectivement, je ne me reconnais pas. Mais au-delà d'apparence et des ravages du temps, ainsi que leurs conséquences sur ma vie et mes goûts, forcément, on évolue. On ne va pas rester bloqué sur les choses qu'on faisait quand on avait 20 ans, hein. Mais je suis toujours celle que j'étais. J'ai en moi les mêmes aspirations, les mêmes révoltes qu'à 15 ans. Je me fiche bien être une vieille dame. Ça ne fera pas pour autant de moi une adulte assagie et obéissante. Née, pas de mon âge, que ce qui m'est devenu physiquement impossible ou malaisé. Pour le reste, je n'entends renoncer à rien ou qu'à très peu de choses. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors quand même, j'ai un petit programme. Moi, j'ai toujours été contre les orgas et les programmes. Mais j'en ai un que j'ai pris à Jacques Brel. C'est devenir vieux sans être adulte. C'est une très belle chanson de Jacques Brel, ça s'appelle Les Vieux Amants. Et voilà, devenir vieux sans être adulte, ça a toujours été
mon rêve. Je l'ai pris chez un écrivain aussi qui s'appelle Gombrowicz, certains le connaissent peut-être. Rester, je dirais... alors il ne s'agit pas pour autant d'être puéril et irresponsable. L'adolescence éternelle, aller écouter les chansons à la con parce qu'on les aimait bien, et pas être responsable, non. Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de rester, je dirais, en enfance ou en adolescence, au stade le plus con qui soit. Mais par contre, de garder la révolte, l'enthousiasme, de ne pas se laisser piquer par le monde, tout ça, quoi. Hein. Alors, il y a un petit... Ne soyons pas de bons vieux. Gardons notre révolte intacte. Utilisons tous les crocs qui nous restent pour mordre encore dans la vie et dans tout ce qui l'a réduit à une misérable survie. Ce n'est pas le succès du combat qui compte, mais de ne pas lâcher le morceau, de ne jamais s'avouer vaincu. À toi, Charlotte. Dans tous tes livres, tu parles pratiquement à chaque fois de sexualité. C'est un thème qui revient à chaque fois. Et par rapport à la vieillesse, aux vieux, et ben tu dis que même là, sur l'amour et la sexualité, c'est encore entouré de tabous, d'injonctions. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que ça recouvre ? Alors bon, d'abord, objectivement, la liberté sexuelle n'a pas d'âge en principe. Mais son champ d'action et ses modalités se réduisent un peu en vieillissant. Il faut quand même être lucide. Bon. Et puis, face à nous, il y a deux injonctions possibles. Il y a d'une part la vieille morale judéo-chrétienne, que je pourrais résumer vulgairement, dire les vieux qui baissent, c'est dégueulasse. Hein, voilà. Parce que, effectivement, on s'accoupe pour se reproduire normalement. Et qu'est-ce que c'est que ces vieux saligots qui continuent? Bon. Ça, maintenant, c'est un peu tombé. Mais face à ça, il y a une autre injonction, et qui, elle, ne touche pas que les vieux, touche tout le monde. Et on le voit bien, pour les jeunes, c'est dramatique. Hein. Cette idée que, dans le monde où on est, être un individu à part entière, ça veut dire avoir une vie amoureuse. Être solo, c'est pas bien. C'est comme ça qu'arrivent des choses horribles, comme ces fameux incels, là, ces masculinistes qui accusent les femmes de ne pas les vouloir, quoi. Mais cette idée que on n'a pas le droit, finalement, ou c'est pas bien d'être tout seul, ou de pas avoir de vie amoureuse, ou de pas... Alors, il y a mille anecdotes, bon, j'en raconte, hein. Mais cette liberté-là, elle n'est pas refusée qu'aux vieux, elle est aussi refusée aux jeunes. Et ça, c'est vraiment... comment dire... Et c'est vrai que... ce qu'on a envie de dire, c'est foutez-nous la paix. La liberté sexuelle, c'est aussi celle d'avoir ou pas une vie sexuelle. Merde. Et cette liberté-là, personne ne l'a, en fait. Ni jeune ni vieux. Hein. Ah, il est tout seul, comment ça se fait? Ah, mais comment? Tu n'as pas d'amoureux, tu es amoureuse, tu baisses pas, va sur les sites, c'est urgent, enfin. Et vieux et jeune, hein. Je veux dire, j'entends ça dans tous les âges, quoi. Et ça, c'est une espèce de... Peut-être que nous avons enfanté ça, nous, la génération baby-boom, cette idée qu'il fallait s'envoyer en l'air à tout prix. Bon. Et puis, bon, il y a aussi l'histoire de l'âge. On trouve normal qu'un homme ait une compagne plus jeune, enfin beaucoup plus jeune que lui. Hein, c'est pas une affaire. Alors qu'une femme qui choisit un homme plus jeune, au pire, c'est une vieille lubrique, au mieux, c'est une cougar. Hein. Et par contre, quand on s'aperçoit que les couples homosexuels qui ont une grande différence d'âge ne subissent pas cette même opprobre. Jean-Marie et Jean Cocteau, personne n'a jamais dit, mais c'est dégueulasse. Ou Muriel Robin et sa femme, qui ont 16 ans de différence d'âge. En fait, on s'aperçoit que tout tourne autour de la procréation, en fait. C'est-à-dire que s'ils ne procréent pas, comme on dit, s'ils n'ont pas des petits, c'est pas grave, quoi. Mais aujourd'hui, pour une femme, et moi, j'ai vécu ça, et moi je l'ai vécu avec bonheur, j'ai eu de la chance. Avoir un compagnon beaucoup plus jeune que soi, c'est quand même un peu scandaleux. C'est encore scandaleux. Alors que ça aurait été une compagne, ça serait passé crème, quoi. C'est quand même extraordinaire. Non. L'homosexualité passe pas crème. Hein. Ouais. Attends, j'avais une on l'a nié, donc ça passe crème puisqu'on n'en parle pas. Mais je pense que si j'avais une copine de 40 ans, on trouverait ça pas... De 18 ans, non, mais de 40 ans, on trouverait pas ça scandaleux. J'avais un mec de 40 ans, on dirait, mais ça va pas, non? T'as le double de son âge. Tout de même. Hein. En tout cas, c'est aussi une chose qui est plus difficile pour les femmes, quoi. Et puis il y a aussi quelque chose qui, par contre, qui est un besoin, qui peut être un besoin de contact physique et sexuel, quel que soit l'âge ou le handicap. Hein. On sait que on a besoin d'être touché, on a besoin d'être câliné, etc. Et autrefois, les anarchistes avaient tenté d'expérimenter la solidarité sexuelle, hein. Se rendre service entre camarades. Ça m'est arrivé comme elle le propose d'ailleurs, et j'ai toujours trouvé ça très marrant, mais c'était quelque chose qui
qui existait, qui s'est fait, que mes parents ont pratiqué. Ma mère avait une amie qui était un peu en manque, elle a demandé à mon père s'il pouvait lui rendre service. Ça se faisait beaucoup. Mes parents étaient archi individualistes. Des choses qui existaient vraiment, qui existaient en vrai. Pas massivement, mais tout de même. Et puis, il y a également les utopies de Fourier, quoi. Fourier, Charles Fourier, dans Le Monde amoureux, imagine, livre quand même qui n'a été publié qu'en 60, je sais plus combien, c'est-à-dire plus de 100 ans après qu'il a été écrit, tellement c'est scandaleux. Il parlait d'un service amoureux rendu aux aînés, et en échange d'enseignements, en échange de, quelque part, le rapport entre des gens plus vieux et plus jeunes pouvait reposer, le rapport amoureux et la tendresse pouvait être inclus dans quelque chose qui était de l'ordre de transmission de savoir, échange de choses, quoi, de choses à se dire, de tendresse et tout. Bon. Tout ça, c'est resté une utopie quand même. Aujourd'hui, dans certains pays, il y a des services sexuels qui sont fournis aux handicapés, aux vieux. Ça existe en Californie ou dans d'autres endroits. En France, alors dans les EHPAD, ils commencent à y songer. Parce que dans les EHPAD, comme tous ceux qui connaissent, ils ont une vie amoureuse. Hein, ils en ont vraiment une. Mais il y en a qui ne peuvent pas pour plein de raisons, suivant leur état. Puis il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes, donc il y a des femmes entre elles qui s'aiment bien et d'autres pas. Quoi. Il y a de tout. Et le service sexuel est quelque chose qui est en discussion. Or, en France, c'est de la prostitution. C'est un sujet auquel il faut réfléchir sérieusement quand même. Parce que j'ai vu un reportage à la télé, en fait, où il y avait un gars qui avait entre deux âges, hein, et une femme énorme, belle d'ailleurs, mais qui était extrême, qui ne se déplaçait pas. Donc, elle disait qu'elle n'avait pas tellement besoin d'orgasme, qu'elle avait besoin d'être touchée, câlinée. Et que bon, quand tu pèses 150 ou 180 kilos, c'est pas évident du tout. Et le gars qui s'occupait d'elle régulièrement en parlait avec une gentillesse, une tendresse. C'est son boulot, quoi. De même que Grésidis Réal, si vous voyez qui c'est, parlait qui était donc une prostituée volontaire et qui a fait ça très longtemps, qui a écrit des choses magnifiques. Elle s'occupait d'immigrés, de gens en pas bon état. Et ils avaient besoin de tendresse autant que d'autres choses, quoi. Donc c'est un sujet auquel il faut réfléchir sérieusement, je crois. La possibilité, sans que ce soit marchand, justement, que ce soit un métier, une possibilité qu'on a. Et dans quelques mondes où on est, ça peut être aussi quelque chose qu'on fait gratuitement, ça peut... Voilà. Tu as parlé là rapidement de tes parents, donc qui avaient monté un camping naturiste à Marseille dans les années... Avant que je naisse, quoi, 47. 1900. Et du coup, il y a un truc qui m'a fait marrer dans le bouquin, c'est que tu dis que ton père, Ochent, avait monté une ligue contre le vieillissement. Alors, qu'est-ce qu'il y faisait? Alors, mon père avait été élevé en Union soviétique. Hein. Donc, il avait été élevé dans le scientisme, si je puis dire. En plus, il était chimiste. Et donc, c'était un système de science, quoi. Et son idée... alors, on dirait Musk aujourd'hui, presque. Parce que son idée, c'est que la science pouvait reculer de manière très très lointaine les limites de la vieillesse. Mais qu'il fallait pour ça y mettre toutes les ressources, quoi. Alors ça, c'était le premier aspect, quoi. Et c'est vrai qu'on a l'impression que c'est le rêve des fous de la Silicon Valley, quoi. D'arriver à nous prolonger, à nous... Bon. Et puis, il avait aussi créé, donc mes parents avaient un club naturiste, il avait créé un club des plus de 40 ans. À l'époque, 40 ans, c'était vieux. C'est incroyable. Hein. La fameuse Tantan de Balzac, on aurait 50 ou 60 aujourd'hui. Hein. Et dans ce club depuis 40 ans, l'idée, c'est de dire que pour ne pas vieillir, justement, il fallait avoir une vie active, s'entretenir, ne pas se considérer comme des vieux et continuer à vivre normalement, je dirais, en ayant plein de plaisir. Et donc, il y avait des activités culturelles, du sport. Alors, il était à côté du club naturiste, la plupart des gens passaient de l'autre côté pour finir, pour faire la même chose, mais à poil et avec une piscine en plus, quoi. Et beaucoup plus de monde. Donc voilà, donc j'étais dans cette idée-là ne pas se teindre les cheveux. Mon père s'est teint les cheveux pratiquement jusqu'à sa mort, quoi. Et donc je me teins les cheveux en obéissant à la religion de mon père, quoi. Il est clair qu'avoir les cheveux blancs, ma mère a attendu quelques années après sa mort pour laisser ses cheveux blanchir. Elle a plus de 80 ans quand même. Mais je crois que je me sentirais fautive si je gardais les cheveux blancs, quoi. Le contrat familial ne serait pas rempli. C'est garder une apparence, mais aussi garder un style de vie, quoi. Il disait pas parce que t'es vieux que justement il essaie de promouvoir des rencontres amoureuses ou amicales entre les gens. Enfin,
que les gens continuent à avoir une vie normale. Il y a une femme qui est arrivée, elle avait 39 ans et demi. Elle dit, est-ce que je peux venir adhérer à votre club depuis plus de 40 ans? Il me manque 6 mois. Voilà. Tu dis aussi dans le bouquin que voilà, donc ce manifeste de désobéissance sénile, tu continues avec tes camarades à aller dans les manifs, voilà, à faire plein d'actions, et donc avec des jeunes, quand tu peux, mais que depuis quelques années, face à la répression et à la violence de l'État, même les vieux dans la rue avec des cannes et tout, en fait, ils se font bousculer. Les flics en ont plus rien à foutre, voilà, de bousculer des vieux, quoi. Ben ça, on l'a bien vu dans les Gilets jaunes. Nous, on l'avait déjà vu avant. Hein. J'ai une amie qui est ici présente, il y a quand même pas mal d'années, mais elle avait les cheveux déjà tout blancs. Et on a fait une manif sauvage, elle s'est fait gazer dans la gueule par un flic. Mais alors, bon. Et on a bien vu pendant les Gilets jaunes. Hein. Puis après tout, si on est là, eh ben, c'est normal qu'ils nous cassent la gueule, quoi. Je veux dire, on ne peut pas se plaindre non plus. Ça ne nous protège plus comme avant. On peut en jouer un peu. On peut faire certains trucs que les jeunes ne pourraient pas faire. J'ai comme ça fait rentrer un jour un paquet de tracts dans une manif barrage filtrant, alors j'étais énorme. J'ai tous les tracts. Je suis passé impérial avec mon gros bidon, avec tous les tracts qu'il laissait passer. Bon. Mais c'est vrai qu'on a bien vu aux Gilets jaunes le nombre de... Comment ils ont cassé la gueule à une vieille dame, un vieux monsieur. Oui, on est leurs ennemis. Quelque part, ils nous honorent finalement de pas nous respecter. Bien que ce soit un peu dégueulasse, parce que je me souviens avoir dit un jour à des filles qui étaient... De toute façon, vous courez plus vite que moi, je leur ai dit. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les cheveux gris ou l'air vieux ne nous protègent pas comme avant. Mais est-ce qu'on va s'en plaindre? Je sais pas. On va arriver vers le dernier tiers du bouquin, qui est une partie importante du livre, donc où tu dis que tu milites pour le droit à mourir, et donc pas dans la dignité, c'est le droit à mourir. Donc dans cette association qui s'appelle Ultime Liberté, dont on a entendu parler dernièrement puisqu'il passe en procès, c'est je crois une dizaine de personnes. Ils étaient 13 au départ, mais il y en a 2 qui sont morts d'une mort naturelle entre-temps. Ils n'étaient plus que 11 à l'arrivée. Donc le procès est en ce moment. Voilà, il se termine dans les jours qui viennent. Donc tu dis que c'est ton dernier combat, mais pareil, c'est comme pour les derniers livres. Je pense qu'on peut attendre l'année prochaine pour parler d'autre chose. Est-ce que tu peux nous raconter, nous dire déjà qui est cette association, d'où elle vient et pourquoi tu y as adhéré? Alors, pourquoi j'y ai adhéré? Ceux qui connaissent mon livre précédent savent que j'ai participé, je dirais, assisté à l'euthanasie de mon père par les médecins et que j'ai euthanasié ma mère. Voilà. Et je l'ai fait, je l'ai écrit. La prescription n'était pas encore très évidente. Mais ce que je me suis dit, c'est que j'ai passé 1 an à chercher comment tuer ma mère. Qui me le demandait sur tous les tons et dans tous les sens, qui elle-même avait essayé comme elle pouvait, avait tout fait. C'est une expérience que je ne souhaite à personne, déjà. Voilà. Mes parents ont toujours été pour l'euthanasie, on appelait ça l'euthanasie à l'époque. Je ne connaissais pas encore le terme de suicide assisté, que je trouve assez intéressant. Mais effectivement, déjà moi, je me sentais concerné par ça. Ma mère, quand elle est morte, j'ai fait comme elle, j'ai adhéré à la DMD, l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Et puis la DMD, ils s'occupent de faire changer les lois, quoi. Et moi, les lois, je les emmerde. Pour dire les choses clairement. Parce que l'histoire est la suivante. On n'a pas choisi de naître, mais on peut quand même choisir de mourir, quoi. En France, le suicide n'est pas un délit. On a le droit de se suicider. Mais vous aider à vous suicider, ça, c'est un délit. Tout le paradoxe est là, quand même. Même vous conseiller, quoi, puisque le procès, là, fait aux militants d'Ultime Liberté, le chef d'accusation, c'est d'être procuré des substances létales et d'avoir donné à des gens une adresse au Mexique où ils pouvaient commander du pentobarbital, en l'occurrence, pour en finir, quoi. Et ça a été une histoire, vous avez lu ça dans les journaux, il y a eu une perquisition en toute la France, 130 personnes perquisitionnées, certaines étaient déjà mortes. Ils avaient déjà pris le produit, certains n'avaient plus le produit, mais bon, ils ont choisi comme par hasard les militants les plus connus d'Ultime Liberté pour les passer en jugement. Le verdict sera rendu au mois de janvier, apparemment le procès s'est terminé aujourd'hui, enfin hier, exactement. Et donc,
aujourd'hui en France, si vous voulez mourir avec la mort violente, alors la mort violente, c'est ce que choisissent souvent les hommes. Ils se ratent beaucoup moins souvent que les femmes. Enfin, se pendre, se jeter du 5e étage, comme l'a fait Gilles Deleuze par exemple, ou toutes les choses comme ça, excusez-moi, mais avoir une mort sereine, c'est quand même beaucoup plus chouette, quoi. Et puis bon, on peut pas non plus prendre n'importe quel médicament, n'importe quoi. Quand, à l'époque, pour ma mère, j'avais appelé Claude Guillon, auteur de Suicide mode d'emploi. Il m'avait dit, tu sais, tout ça c'est périmé. Toutes mes recettes sont plus bonnes. Ne t'y fie pas surtout. Pas prendre n'importe quoi et pas n'importe comment. Et bon, aujourd'hui, la loi dite Claes-Neoletti autorise à faire une sédation à quelqu'un qui souffre beaucoup si on sait qu'il va mourir rapidement. Le principe civica est engagé. Et ça peut le faire mourir. Voilà. C'est tout ce qu'on vous donne le droit, en fait, de moins souffrir et de finir un peu avant. La loi qui est en cours aujourd'hui, en discussion, elle fait à peine mieux. C'est-à-dire qu'il faut quand même être très malade, prendre un civica engagé et souffrir. Ils vont peut-être lâcher sur des maladies comme les maladies Charcot, etc., qui sont à douleur à long terme, mais c'est même pas encore sûr. Hein. Parce qu'en finir dignement, alors, on n'est pas obligé d'être malade pour vouloir mourir. On peut ne pas vouloir aller en EHPAD. On peut vouloir finir jeune et beau. On peut vouloir, enfin, Marius Jacob s'est suicidé, il avait, je crois, 70 ans, parce qu'il trouvait que ça allait comme ça, quoi. Et il y a les couples qui se suicident ensemble aussi. C'est très romantique, ça. Mais bon, les fameux amants du Lutetia ou d'autres qui décident de partir ensemble, de ne pas connaître la déchéance. C'est un choix. On peut considérer qu'on a fait une vie tout à fait correcte. Et ça, c'est strictement interdit. Tant que vous n'êtes pas malade, c'est même pas la peine. Pas connaître la dégradation, pas connaître... Et on le sent venir parfois. Hein. On le sent venir. Et pas connaître les couches et déambulateurs et tout ce qu'on veut. Et même quand on est jeune, on peut vouloir en finir. Il n'y a pas de raison, quoi. Et là, il y a un petit passage que tu pourrais lire à page 75. Disposer librement de son corps et pouvoir en finir en douceur semble pourtant un droit qui devrait être donné à tous, que chacun devrait pouvoir exercer sans que la loi s'en mêle. Sans que la loi s'en mêle, c'est un peu ça la clé du truc. En France, il y a 3 associations. La DMD dont j'ai parlé, dont je vais carrément démissionner parce que là, pendant le procès, ils n'ont même pas levé un sourcil. Là. On est quand même des bandits tous, par rapport à eux, quoi. La deuxième s'appelle Le Choix. Elle est très honorable. C'est une association essentiellement composée de médecins et qui sont pour le suicide assisté, mais qui entendent que ça reste sous la conduite des médecins. Or, beaucoup de médecins n'ont aucune envie de faire ça. Comme m'a dit un de mes amis, comme m'a dit à mon père, un de mes amis à qui mon père demandait la pilule à l'époque, moi j'ai été formé pour faire vivre, pas pour faire mourir. Mon médecin traitant me dit, me le demandez pas à moi. Pas mon job. Je ne veux pas le faire. Certains médecins le font. Alors, quand quelqu'un est très malade, aussi, il faut être très malade. Il faut souffrir beaucoup. Il faut avoir un principe vital engagé. Bon, ok. C'est très bien qu'il le fasse. Ultime Liberté est l'association qui est la plus radicale. Ultime Liberté, l'idée, c'est quand même que si vous voulez mourir, ben vous en avez le droit. Alors, évidemment, l'entraide, la solidarité, on fait preuve à leur égard, elle est sous condition. C'est-à-dire qu'on discute, on les voit, enfin... Les choses ne se passent pas de manière aussi simple. Avant de dire à quelqu'un comment il peut en finir, on l'explique bien, la Suisse, la Belgique. Parce que la France est quand même très très en retard sur l'euthanasie active et le suicide. Hein. Il y a quand même 11 pays et une quinzaine d'États aux États-Unis et au Canada où c'est dépénalisé d'une manière ou d'une autre. Hein. Ça peut être autorisé ou pas. Et des pays comme la Corée du Sud, hein, ou comme le Mexique, enfin, c'est pas l'Espagne, des pays cathos, je veux dire. Hein. La France est vachement en retard. C'est pas là-dessus qu'on est les plus forts, hein, moins qu'on puisse dire. Elle est en retard, il y a encore une répression qui est très forte. Hein. Et il serait temps qu'elle se mette à la page, la France. Mais cette loi, de toute façon, aucune loi ne nous permettra jamais, je crois, tant que l'État existera et qui prétendra régir la vie de ses citoyens, je pense qu'il n'existera jamais de loi qui permette à quelqu'un qui veut mourir simplement de dire je veux mourir. Donnez-moi de quoi, je me tire. Et ça, c'est quelque chose qui est volontaire, qu'il faut qu'on fasse nous, par nos propres moyens et avec l'entraide qu'on peut s'apporter. Il s'agit pas, c'est pas au médecin, c'est pas la loi de me dire ce que je veux faire. Il m'aura emmerdé toute ma vie, ça suffit, quoi. À un moment donné, si je veux partir, je pars, quoi. Et ça, c'est une liberté que pouvoir aider quelqu'un à le faire et
je crois que le jour où j'ai euthanasié ma mère, je me demandais à quel état je serais. Et je me suis fait aider par une infirmière. J'avais ma meilleure amie garder l'enfant. Elle m'appelle, mais tu veux que je vienne? Je lui dis non. Je me suis regardé dans la glace et je me suis dit, t'es une fille bien pour une fois. J'étais heureuse comme tout. J'avais enfin répondu à sa demande. Et c'est un acte d'amour, un acte de fraternité. Au procès, les gens n'ont pas arrêté de dire ça d'ailleurs. Parler de fraternité, de solidarité, d'amour. C'est un don qu'on fait. Vous savez, donner la vie, c'est très bien. Donner la mort, ou se donner la mort, c'est pas bien. C'est quand même curieux, c'est pas un cadeau qu'on se ferait. Pourtant, c'est le même mot qu'on emploie. Donner ou se donner. Eh ben, bizarrement, c'est donner la vie ou donner la mort. Ça peut être le même sens, donner. Au moins qu'on puisse dire, quoi. Donc, on voudrait partir tranquillement, quoi. Alors, un petit dernier point. Il y a un livre qui est sorti il n'y a pas longtemps aux éditions de 369 sur la coopérative funéraire de Rennes. Voilà, et, ouais, mais surtout là c'est l'exemple de Rennes. Et c'est quelque chose que moi j'ai découvert et toi aussi on a découvert en même temps. Voilà, et en fait ça nous a parlé parce que là c'est vraiment l'idée c'est de choisir aussi son enterrement quoi. Et qu'en fait on se rend compte qu'on a le droit de faire plein de trucs. Tout le monde a l'impression qu'il faut faire la cérémonie bateau dans le truc voilà. Et en fait, pas du tout. Justement, la loi interdit pas tant de trucs que ça. Et on peut vraiment faire des choses complètement dingues. Et donc, tu voulais en parler pour finir. Je ne vais pas en parler beaucoup parce que moi, personnellement, pour mon propre compte, les cérémonies funéraires, ça m'intéresse absolument pas. Et je me suis rendu compte de ça quand j'ai incinéré mon père. Il est mort dans la main, ma mère et à moi. Et l'incinération me paraissait un rituel quand même primitif. Bon, mais bon. Et je me suis dit que j'étais vraiment matérialiste. Je l'ai découvert ce jour-là. Mais n'empêche que c'est ce mouvement qui est parti du Canada vise à se réapproprier, je dirais, les rituels funéraires. Il n'y a rien de pire que ces croque-morts qui sont là, nous sommes là pour machin et tout. Donc ces gens ont créé, depuis le Canada et en France, ça se répand, des coopératives funéraires. C'est pas donné, mais c'est beaucoup moins cher que les prix horribles qu'on vous demande. Et ils essayent de créer des cérémonies avec les proches de la personne qui est morte, pour que la cérémonie lui ressemble. Donc, pour les gens que ça intéresse, c'est bien de connaître ça. Ils sont aussi proches des gens qui animent un truc qui s'appelle les cafés mortels. Alors, c'est les gens qui veulent lever le tabou de la mort et qui en parlent. Moi, franchement, ça m'intéresse pas beaucoup, mais il faut savoir que ça existe, quoi. Et c'est pas rien. Et alors, j'ai découvert en les lisant aussi quelque chose d'intéressant. C'est qu'en fait, le funéraire, c'est un service public. Et récemment, j'ai vu ce que ça voulait dire. On a un ami qui est mort, qui était indigent. Et alors, on a eu droit à une salle au Père-Lachaise, tout, pour l'incinérer et tout, mais pas un foutu croque-mort qui est venu nous emmerder. Et on s'est dit, putain, c'est vachement bien d'être pauvre dans ce cas-là. Quand est-ce et c'était vraiment très bien, très sympa. Quand est-ce qu'on appelle la fosse commune, en fait, c'est le terrain commun. Et c'est 50 concessions, quoi. C'est tout. Et les municipalités sont censées le faire gratuitement. Et c'est un service public. Et ça, ils ont concédé au privé petit à petit. Faut toujours y penser, avoir ça en tête. De même que les sociétés de pompes funèbres ont le droit de fonctionner sur le compte du défunt. C'est les seuls qui peuvent faire ça, quoi. Donc, faut pas se laisser faire. Il existe d'autres possibilités. Voilà. On va peut-être finir avec ma conclusion, quoi. Bon. Alors, l'enfance et la jeunesse sont jalonnés d'étapes initiatiques et d'apprentissage et de découverte. En fait, si on sait garder l'œil et l'esprit aux aguets, ça peut ne jamais s'arrêter. On peut toujours avoir une nouvelle étape, on peut encore apprendre de nouvelles choses, on peut rencontrer de nouveaux amis, on peut rencontrer de nouvelles amours, on peut faire de nouveaux voyages, on peut apprendre de nouvelles choses. On n'a pas besoin de se... Il y en a qui disent faire la révolution. c'est ça de les questions quand même. Bon, même si on est moins vif qu'autrefois, il n'empêche notre mémoire et notre savoir-faire regorgent de munitions pour la lutte sociale et que nous pourrons les fournir aux plus jeunes quand on peut plus les utiliser nous-mêmes et qu'on est là pour ça. On a quand même, moi je trouve que j'ai beaucoup de chance d'appartenir à un milieu politique, je dirais, où on ne dit pas ok boomer, on nous dit tu sais des choses, ça nous sert. Et si j'ai commencé à écrire, en fait, mon premier, c'était à la demande de mes jeunes camarades qui disaient parle-nous de 68, c'était ça la première question. Et
ces armes que nous possédons, ce savoir que nous possédons, eh ben, si aussi j'écris, notamment, c'est pour le transmettre, quoi. Et c'est des armes pour la révolution, en effet. Je dirais, ma dernière phrase, je vais quand même vous la lire, parce que nous n'avons plus de temps à perdre. De nouveaux actes de révolte et de désobéissance sénile s'ouvrent à nous. N'en ratons aucun qui soit à notre portée. Ils nous maintiennent en vie, nous permettent d'au moins rêver encore au grand chambardement tant attendu. Voilà. Je voulais juste finir en disant que c'était pas facile, pas gagné d'écrire un livre réjouissant sur la vieillesse, donc bravo. Et puis aussi te dire que pour moi, mes copines, les gens de mon âge, quand on aimerait tout être comme toi à ton âge. Non. En fait, ce livre, je l'ai écrit pour pour mes contemporains, mais aussi pour que les jeunes n'aient pas la trouille de vieillir. Voilà. Non, mais c'est aussi que, comme tu parles des boomers, on est aussi entouré quand même de vieux cons, faut le dire. Voilà, des gens en tout cas qui ont des 68 heures qui ont vraiment mal tourné, qui sont devenus des gros réacs. Donc voilà. Voilà. Mais du coup, ça fait du bien aussi de lire voilà un bouquin sur des vieux qui n'ont pas changé d'idée, quoi, qui étaient genre révolutionnaires en 68 et qui maintenant ont le cul boulevard Saint-Germain dans leur bureau là et qui sont atroces, quoi. Merci Lola. Merci de nous donner de l'espoir. Si vous avez des questions et des remarques, parce que j'imagine que plein de gens n'ont pas pu lire le livre vu qu'il est sorti hier, mais c'est un sujet qui peut quand même susciter des remarques, questions. Le micro est à vous. T'as cité un texte de Charles Fourier, j'ai pas entendu la ref. C'est un bouquin, Le Nouveau Monde Amoureux, ça s'appelle. Et c'est à lire. C'est très réjouissant. Charles Fourier, dont les situationnistes avaient remis la statue sur son socle, quand même, parce qu'elle avait été enlevée, reboulonnée, et il a été enlevé après, évidemment. Moi, c'était juste par rapport à l'association la Ultime Liberté et à tous les débats qu'il y a en ce moment. Enfin, t'as dit, on pense la même chose de la loi, etc. Mais t'as dit celle-là, bon, c'est effectivement insatisfaisant, enfin comme toute loi, mais elle va dans la bonne direction, enfin dans une direction qui est mieux qu'en tout cas ce qu'on avait jusqu'ici. Et tu cites les exemples d'autres pays en Europe et aux States pour dire que peut-être ils sont plus avancés là-dessus. Et je trouve que c'est intéressant, que ce soit à l'extrême gauche ou ultra gauche ou j'en sais rien, c'est quand même beaucoup divisé sur cette question. Et il y a aussi un peu tout le pan, oui, on en avait déjà parlé, mais on avait fait. Oui, il y a tout le mouvement antivalidiste aussi qui est très énervé contre cette loi et qui milite énormément contre, en disant c'est l'État qui cherche à nous euthanasier. En même temps, on réduit les affectations de longue durée et donc tout le remboursement des maladies longues. Et en même temps, on nous aide à mourir. Parce qu'on coûte trop cher, parce qu'on est des indésirables, et au fond parce qu'on est plus productif, donc ça sert à rien qu'on vive, donc l'État veut nous tuer. Et c'est pas du tout pour coincer, mais ce serait quoi tes contre-argumentaires là-dessus, quoi? C'est de la triche, tu connais déjà l'argument. Effectivement, j'en ai pas parlé là, mais ça fait partie du livre et de ce que je pense. Il y a en Hollande, par exemple, ils discutent d'une loi qui permettrait à toutes les personnes de plus de 74 ans, pourquoi 74 ans, je ne sais pas, d'en finir avec la vie. Parce qu'en effet, à un moment donné, pour le pouvoir, pour le capitalisme, ça serait pratique de se débarrasser de tous les gens qui coûtent cher, les vieux, les handicapés, hop, oust. Et effectivement, la tentation eugéniste est là, la tentation d'éliminer les vieux handicapés est là. C'est-à-dire qu'on ne peut entendre ce combat que nous menons. Ce combat que nous menons est le même que celui qui a été mené pour l'avortement par le MLAC, par exemple. Hein. Et souvent, dans l'association, il y a beaucoup d'anciens militants du MLAC. Il ne s'agit pas de se battre pour le droit de mourir libre sans se battre pour de meilleures conditions de vie en même temps.
C'est-à-dire que si on ne se bat pas pour changer le monde en même temps, ça ne sert à rien. Et puis c'est pas ça qu'on veut. On se bat pas pour qu'on fasse crever tous les gens qui emmerdent le monde, quoi. C'est pas de ça dont il s'agit. Et je n'ai jamais entendu dans cette situation, que je suis assez récente, il n'y a pas 2 ans que j'y suis, hein, personne, enfin, tout le monde a ce point de vue. C'est-à-dire quand les gens s'adressent à nous, la question est de savoir si ils ont vraiment envie de mourir ou si c'est de la détresse, quoi. Alors on n'est pas rentré non plus dans leurs affaires personnelles, mais le combat contre les conditions qu'on nous fait, dont je parlais au début, les conditions de vie, il va de pair avec ce combat-là. Faire l'un sans faire l'autre, non. On ne peut pas. Quelqu'un qui se battrait. Alors, les gens d'MD, ils se battent pour qu'il y ait une loi sur la fin de vie bien correcte et tout. Mais ils n'en ont rien à foutre, en fait, des gens. En réalité. Vous êtes jamais, d'ailleurs. Je ne peux pas parler pour toute ultime liberté, mais tous les gens que j'y ai rencontrés, jusqu'à présent, sont tous des gens qui veulent changer le monde, hein, très clairement. Et qui n'entendent pas se battre pour mourir seulement. Ils s'entendent aussi se battre pour qu'on puisse vivre dignement. Parce qu'on meurt comme on a vécu et on vieillit comme on a vécu. Et donc, le combat pro-révolutionnaire, je dirais, parce qu'on sera révolutionnaire que le jour où on fera la révolution, il fait aussi partie de ce combat-là, quoi. Alors, bizarrement, j'ai trouvé plein d'anciens ennemis politiques, hein, des maoïstes, tout ça. Il y en a plein. Mais, n'empêche, on est sur ces bases-là, quoi. Les maoïstes étaient tes amis? Ben non, justement, plein d'ennemis, c'est ça que je dis. Et ça me faisait marrer parce que à l'époque on se tapait sur la gueule et maintenant on est ensemble. Ah bah oui, bah, c'est peut-être là que, enfin, eux ont changé, moi pas tellement, mais eux ils ont changé par contre. Être maoïste aujourd'hui, il n'y a plus que Badiou pour faire ça, quoi. Il faut bien qu'il reste un connard quelque part qui le fasse, quoi. Mais c'est vrai que c'est un combat plus global, quoi. Alors là, on le fait là-dessus. Quand je dis que c'est mon dernier combat, oui, c'est mon dernier combat pratique, mais en réalité, je suis sorti en la rue au 17 septembre avec une pancarte vieux bloc, histoire de rassembler, quoi. Et c'est pas seulement pour mourir, c'est pour mieux vivre aussi. Et pour se battre pour tout ça, et se battre pour les autres aussi. Pour nous et pour les autres, ça va ensemble. C'est-à-dire que on a de la chance aussi, non seulement que nos jeunes camarades apprécient ce que nous sommes, mais aussi qu'il y ait de la solidarité entre nous. Et ça, c'est vraiment l'apanage de gens qui ont une cohérence politique. C'est-à-dire que quand vous êtes dans la merde, ils sont là. Et les jeunes et les vieux. Et ça fait partie. On ne peut pas changer le monde sans qu'on essaie aussi d'avoir des rapports qui ne sont pas conformes au modèle existant. C'est-à-dire la séparation, la lutte de tous contre tous, etc., quoi. Est-ce que ça répond à ta question, Seb? Bien, d'abord, je te remercie pour tout ce que tu as dit, qui est vraiment formidable. J'ai été particulièrement intéressé d'apprendre quelque chose que j'ignorais complètement sur les possibilités qu'on a d'organiser un peu les obsèques sans beaucoup de contraintes, alors que moi, toutes les expériences que j'ai eues vont dans le sens contraire. Par exemple, un truc qui m'a beaucoup choqué, c'est que il arrive que dans certaines familles, ou peut-être ça correspond aussi à des trucs religieux, j'en sais rien, mais enfin, la famille, les amis, veulent porter eux-mêmes le cercueil jusqu'à la tombe. Eh bien, on s'est entendu dire, je ne sais combien de fois, enfin, où ils se sont entendus dire que c'était interdit. Voilà. Voilà. Alors, il y a un argument qui a été sorti parfois, qui est, il y a des gens qui sont payés pour ça, il ne faut pas les empêcher de bosser. Voilà. Et voilà. Oui, non, mais d'accord, oui, bon, voilà. Mais j'aimerais avoir plus de détails sur ces coopératives. Voilà. En tout cas, bravo, merci. Je te conseille d'acheter le bouquin. Hein. Ça s'appelle les coopératives funéraires. C'est un petit livre. Ils ne sont pas encore partout, mais ils se répandent en France. Je crois qu'il y en a une quarantaine maintenant. C'est un petit éditeur. 369. Mais il s'appelle. Tu l'as peut-être ici d'ailleurs. Tu en as. Ça s'appelle les coopératives funéraires, c'est ça? La coopérative funéraire de Rennes. Non, le titre du bouquin. C'est ça. Ah bon, c'est la coopérative funéraire de Rennes? Le titre, voilà. Et donc, ils racontent l'histoire et ils disent pas tout, mais ils donnent plein d'exemples et d'anecdotes. Et c'est bien de prendre contact avec eux si nécessaire. C'est la première fois que j'entends dire ça, moi. Quand même, qu'on peut faire des tas de trucs. Et... En fait, il y en a une qui est en train de se monter à Montreuil, et il y a des cafés mortels à Paris, à Montreuil, et souvent c'est les gens qui animent les cafés mortels
sont aussi ceux qui se bougent pour monter des coopératives. Voilà. Et dans ces cafés, moi j'ai fait une fois. Ouais, j'y suis allée, ouais. En fait, souvent ils invitent. Dans le cas où quand j'y suis allée, ils avaient invité justement le mec de Rennes. Qui racontait comment ils avaient monté la coopérative. Leur idée avec les cafés mortels, c'est de parler de la mort. Chacun peut prendre la parole, mais aussi d'essayer à ce que d'autres coopératives se montent partout en France. Donc ils expliquent comment ils ont commencé, qu'est-ce qu'ils font, quels sont les métiers que ça recouvre. Voilà. Et en fait, ils prennent énormément de temps, ce que font pas les pompes funèbres normales, pour discuter avec la famille. Et voir. Mais bon, par exemple, là, ils racontaient qu'ils avaient pendu un cercueil dans une forêt. Ils avaient, pour un circassien, je crois, fait avec un trapèze. Enfin bon, un truc. Ouais, on peut faire vraiment plein de trucs. Voilà. Ouais. Écoutez, je vous propose qu'on. Ah. Si on cherche à appliquer, on va dire, ta recherche, tes pensées. Moi, il me vient deux idées. Soit les personnes âgées se regroupent, mettent leur retraite en commun, créent un grand lieu, et puis les militants plus jeunes qui prennent pas de boulot, ça leur dégagerait du temps pour aller occuper des arbres sur la 69 ou se battre contre les méga-bassines, etc. Donc ça ferait une espèce de cours des miracles génial où chacun s'aiderait, et voilà. Et l'autre truc, c'est que en fait, vous fassiez une sorte d'escadron pour aller mourir en première ligne. Parce que non, mais en ce moment, c'est hyper dangereux. Comme ça fait 2-3 mois qu'on va beaucoup en manif, et c'est chaud. Donc peut-être, si vous voulez mourir, mettez-vous devant. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est vraiment une question, c'est pas une blague. On veut bien être devant, mais t'es pas du tout sûr de mourir. Par contre, se faire esquinter, souffrir, non. Voilà. On peut se faire harakiri, mais ça on le fera pas, c'est trop violent. Non, ça. Quant à faire des grands groupements de vieux, je dirais 2 choses. La première, c'est que d'expérience, c'est mieux si c'est intergénérationnel. Voilà. La deuxième, c'est que nous sommes dans le monde du capital. Ce monde envahit tout l'espace, que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que rien ne reste dans les marges pérennes. Regardez Notre-Dame-des-Landes, un beau jour, la propriété foncière a pris ses doigts. Regardez les Baba Yaga, maison qui avait été montée par une féministe insupportable, mais quand même, qui s'appelait Thérèse Claire. Voilà, quand même, qui avait le courage de faire ça. Aujourd'hui, c'est l'institution qui a pris ses droits et qui met qui y veut. C'est-à-dire que, imaginez qu'on puisse rester de manière longue dans les marges du capital, c'est ne pas comprendre ce qu'est le capitalisme aujourd'hui. Autant de la domination réelle, voilà. Derrière donc, la blague, il y a la question du collectif, en fait. Oui. Alors, la notion du collectif, pour ce qui, en tout cas, concerne mon entourage et moi, c'est notre solidarité. Quand il y en a qui est dans la merde, on est là. Et on est là, et si quelqu'un a besoin d'argent, si quelqu'un a besoin d'aide, je sais pas, je me suis pété la cheville il y a 2 ans, on est venu me faire la bouffe, on est venu s'occuper de moi, il y a un copain qui avait un accident du travail, en faisant les chantiers, tout le monde a filé du fric, enfin, on a vraiment, on a la chance d'avoir ce que j'appelle une famille d'élection, parce que moi, j'ai une famille, j'en ai pas. Ma seule famille, c'est ma cousine qui est là, et point. Mais d'avoir ces pratiques solidaires qui sont un peu ancestrales, de s'aider les uns les autres. Et donc, on lance un appel, quoi. Nous sommes 2 ici à être tuteurs d'une amie qui a une maladie genre Alzheimer. Nous sommes ses tuteurs, nous nous occupons d'elle. Alors, ça étonne beaucoup les gens à l'EHPAD. Que ça soit sa fille vit à New York, donc elle n'a pas le droit d'être tutrice. On a commencé à remettre sous tutelle parce qu'on lui piquait tout son fric, enfin, et qu'elle a pas piquer. Ensuite, il a fallu la placer parce qu'elle était en danger chez elle faisait monter n'importe qui, enfin. Mais alors, on étonne tout le monde, parce qu'on est des amis. Il y a même une aide-soignante un jour qui me dit « Oh, merci pour ce que vous faites. » J'ai dit « Mais vous rigolez ou quoi? Moi, je vous remercie de ce que vous faites pour elle. Moi, c'est un acte d'amour, quoi. » Et cette solidarité-là, c'est aussi une cohérence politique à avoir. Et quand on l'a pas, c'est vraiment dommage. Si on a lutté ensemble, si on a pris les positions ensemble, si on a, je sais pas, on a des amis médecins, ils sont là quand on a besoin d'eux. Il y a un ami avocat qui est ici, qui m'a aidé à faire le dossier pour ma copine. C'est compliqué les dossiers de mise sous tutelle. Il me l'a fait. Je ne le montre pas du doigt, mais il est là.
à tous les niveaux, je dirais, cette solidarité-là, on l'exerce. Alors, nous, on vit en ville. Bon, le village où j'ai tenté de vivre est un village qui s'appelle Rochefort-en-Terre, hein, qui est près de Rennes, entre Vannes et Redon. Et là, il y a tout un tas de gens qui se sont installés au fur et à mesure des années, des camarades. Et il y a entre eux, quand même, en dépit de tout ce que ça peut être de vivre dans un village, un petit village, avec toutes les histoires qu'il peut y avoir et tout, malgré tout, il y a entre eux une solidarité qui est là. Je veux dire, et qui est forte. Ils vivent chacun chez eux, mais je vois bien à quel point il y a de l'entraide, et puis des disputes, tout ce qu'on... des années qui sont là, 30 ans, 40 ans, enfin, ils se détestent parfois. Mais n'empêche que quand il y a une merde, ils sont tous là, quoi. Donc ça existe, vraiment. Ça existe chez des camarades, quoi. Ça n'existe pas chez tout le monde, et on a enfin, c'est le grand bonheur, je dirais, d'être de ma génération. Notre génération dite du baby-boom, moi j'avais 20 ans en 68, hein, et c'est de là que je tire ça. Bon, j'étais dans un milieu où ça se pratiquait déjà, moi. Moi, j'avais déjà une sacrée avance parce que mes parents vivaient comme ça, en tribu et avec tout ça. Mais pour la plupart des autres gens, c'est là qu'on s'est dit, si on veut changer le monde, il faut aussi que nous, on n'évolue pas comme... Bon, c'est un grand privilège, c'est pas donné à tout le monde, mais nous sommes plus nombreux qu'on l'imagine, je pense. Mais tu as mis un très beau mot, tribu. C'était rigolo, c'était machin, mais en fait, c'est un mot très très sérieux, tribu. On dit, chez les Anards, on dit famille d'élection aussi. Voilà, il y a des familles d'élection. C'est des mots, quoi. Ça, c'est mes parents qui m'ont appris, famille d'élection. On n'est pas vraiment de famille, mais autour de nous, il y a plein de gens qui étaient mes oncles et mes tantes, quoi. Il y a ici, quelque part, un cousin, comme ça, à la mode russe, dans la salle aussi, enfin. Cette solidarité-là, c'est pas le commun des mortels, c'est vraiment, on la trouve. Et on la trouve même chez des gens qui ne l'imagineraient pas, qui n'ont pas forcément un discours politique, ni quoi que ce soit. Simplement qui ont, je sais pas, une fibre sociale et solidaire en eux, quoi. Pour 1000 raisons. Ça existe. La vision de l'humanité noire où tout le monde se tire dans les pattes, ben, c'est pas la mienne. Non, voilà. Déjà, merci pour la présentation, c'était super intéressant. Et je trouve ça bien effectivement qu'on parle de solidarité et que à travers cette conversation aussi, on parle du sujet de la mort et ça peut toujours être tabou. Moi, dans le milieu que tu connais, qui est le mien, qui est un milieu qui est militant, parfois c'est compliqué encore d'aborder, je pense, ce sujet. Et on s'est retrouvés en solidarité à s'occuper de certaines personnes. Et c'était des questions qui n'avaient pas été posées avant et qui ne sont pas posées après. Et je pense que c'est quand même super intéressant là qu'on soit en train d'en parler. Ça me fait réaliser que je considère qu'il faut continuer à vraiment en parler collectivement dans plein de milieux. Et parfois, c'est assez mal perçu quand on vit avec des vieux et des jeunes, que les jeunes abordent ce sujet. Ça peut être mal pris, ça peut être mal perçu. Et en même temps, c'est des questions qui concernent tout le monde à tout âge. Et je te remercie pour cet échange parce que ça me fait aussi réaliser ça et ça me fait réaliser que malgré mes expériences sur ce sujet, pour autant, je suis pas sûre d'en savoir plus et je suis pas sûre d'en savoir plus avec les gens qui m'entourent. Et que donc en fait c'est vraiment, c'est-à-dire que c'est des situations, ça perd de son tabou quand on le vit et puis ça redevient un tabou dès que c'est passé. C'est quand même un peu le concept, quoi. Pour terminer, donc c'est vous dire que cet espace librairie donc de la Maison des Métallos est ouvert depuis 3 semaines. Voilà. C'est donc voilà, c'est l'espace librairie des Métallos. C'est ouvert du mardi au samedi que l'après-midi, de 14h à 19h. Et au fil du temps, et quand il y a des événements, la librairie peut être ouverte le soir. Bon, voilà. Vous dire aussi, vous dire que Lola donc va fumer une clope et dédicacera ses bouquins ensuite. On va boire l'apéro, on va continuer à discuter de ça tranquillement. Et puis après il y a une playlist. Après c'est une boom. Une boom, ouais. Et vous dire aussi, pour qu'on ait accès au bar, qu'on va faire des piles de chaises, on va les empiler et comme ça on pourra accéder. Voilà. Merci beaucoup.